Salut YouTube, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qu'on m'a souvent demandé pour cette chaîne. On en a souvent discuté pendant les lives, que je vous invite à rejoindre. Il est question de ce fameux résumé, vous savez, qu'on peut retrouver sur la 4e de couverture. Ce machin là, c'est là où il y a plein de textes. Faut vraiment que je travaille plus mes scripts, hein. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais appris à résumer votre histoire en une phrase. Et si vous avez réussi, bah bravo, GG. Alors vous êtes prêts pour écrire votre 4e de couverture. Parce que ça a pas l'air comme ça, mais c'est putain de prise de tête. Limite, je trouve ça plus difficile que de résumer en une seule phrase. Bah tenez, demandons à ce spécialiste de l'écriture ce qu'il en pense. Ah, j'en ai rien à carrer. Ah, la 4e de couverture, un des nombreux antagonistes de l'écrivain. Une bête noire difficile à dompter qui peut nous faire perdre tous nos moyens. Parce que c'est pas tant de résumer l'histoire en fait qui nous effraie, mais plutôt de susciter l'intérêt pour celle-ci. Éveiller la curiosité du public à son sujet, et le pousser à la découvrir plus en détail. Voilà le véritable challenge de la 4e de couve. Donner envie, tout en racontant le moins possible. Ah mais c'est terrible pour nous, bah, on sait pas faire. Moi encore moins. Bah, j'écris des bouquins qui dépassent les 150 000 mots. Je fais comment pour résumer ça en quelques paragraphes? Non, parce qu'une phrase, c'est jouable. Bah, suffit juste d'occulter absolument toutes les intrigues secondaires, tout le lore, tout l'univers. Tu gardes juste la quête principale, et c'est bon. Mais quand ce sont les arcs narratifs secondaires qui donnent vie au fil rouge, qui lui font prendre tout son sens, comment je fais? Pourquoi je parle comme ça? Non, parce que là, j'ai pas le choix. Je dois évoquer toutes ces choses. Et en même temps, je peux pas non plus trop en dire. Mais d'un autre côté, si j'en dis pas assez, bah c'est chiant, aucun intérêt. Mais alors comment on fait? Ah bah oui, c'est moi qui dois répondre. Non, parce que j'attendais que vous... Bref. Bon déjà, premièrement, ça coule de source, il faut être bref et concis. Ce qui est littéralement la définition d'un résumé. Ah, ça revient à dire, pour courir, serre-toi de tes jambes. Non mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on entend par bref et concis? Et pas circoncis, ce qui n'a absolument rien à voir avec notre sujet, du moins pour le moment. Eh bien on parle de détails. On vire les détails, on n'en veut pas, c'est cancel. On est allergique aux détails. Et le meilleur exemple que je peux vous donner là-dessus, c'est le lore. Bah oui, vous savez bien, le fameux background, l'univers. Ah, je suis désolé, hein, je sais que vous aimez beaucoup votre lore, et moi aussi, je vous jure. Hein. Mais soyons honnêtes. Le lore, c'est fait pour être immersif. Ça accompagne le lecteur durant son voyage, c'est là pour le faire rêver, l'émerveiller. Et bon, c'est vrai que quand je suis à Cultura, perso, c'est pas trop le mood hein, pour se laisser embarquer dans un autre univers. Bah, en vrai, on n'a pas le temps, hein. Tu sais, t'as les gosses qui crient autour, t'as les gens qui te passent à côté, là comme ça, t'as envie de les frapper juste parce qu'ils existent. Tu peux pas être concentré sur les petits détails. Le lore, c'est trop long à installer et ça t'apprend rien sur l'histoire. Et c'est dommage parce que c'est pour ça que tu lis la 4e de couve. C'est pour savoir ce que tu vas lire. Ça sera quoi le thème? Ça sera quoi l'enjeu? Et savoir que les dieux de l'univers, ils ont créé le monde à partir de leur poil de cul, bon c'est rigolo, mais on s'en fout. Gardez ça pour le bouquin. Le lore, c'est le bonus. La récompense, c'est l'œuvre dans sa globalité et dans toute sa complexité. Alors après, vous pouvez quand même mettre une phrase ou deux hein, pour qu'on comprenne quel genre d'univers hein, on va aborder, bien sûr. L'ambiance de votre roman est très important et c'est vrai qu'on aime bien en général savoir où est-ce qu'on fout les pieds. Mais dosez! Le but, c'est pas d'écrire la Bible au dos de votre bouquin. Ah, sinon personne va le lire. Un résumé qui est long, ça rebute. Et je sais de quoi je parle, hein, les miens sont à la limite entre le « c'est long » et le « ah, en vrai, ça va ». Bon, déjà pour commencer, servez-vous de votre prémisse pour écrire votre résumé. La priorité, évidemment, c'est le fil rouge, hein. C'est la quête principale, c'est ce pourquoi vous avez écrit ce bouquin, concentrez-vous là-dessus. Et ça, j'ai envie de dire, ça va de soi, évidemment. Et commencez par écrire l'élément déclencheur, ce qui va faire démarrer votre histoire pour entraîner directement le lecteur dans l'aventure. Prenons comme exemple un de mes romans préférés, Druss la légende de David Gemmell. Bûcheron hargneux le jour, époux tendre le soir, il mène une existence paisible au milieu des bois. Mais un jour, une troupe de mercenaires envahit son village. Druss arrive trop tard sur les lieux du massacre. Son père gît dans une mare de sang et Rowena, sa femme, a disparu. Analysons ce qu'on vient de lire ici. Premièrement, on nous présente le héros de cette histoire, Druss, en 3 phrases. Et vous allez voir, c'est très efficace. Retenez bien. On apprend qu'il est bûcheron. On imagine donc forcément un gabarit assez costaud, quelqu'un qui a de la force, qui est intimidant et qui sait sûrement botter des culs. On apprend aussi qu'il est marié et qu'il est éperdument amoureux de sa femme.
ce qui va constituer la motivation principale du personnage, puisque durant toute son aventure, il fera absolument tout pour la retrouver. Et on apprend qu'il mène une existence paisible dans les bois, ce qui nous laisse imaginer que le personnage a probablement une vie assez modeste, très éloignée de la civilisation, ce qui va, et c'est le cas, contraster énormément avec le voyage qui l'attend. En 3 phrases, on sait déjà quel genre de personnage on va suivre. On connaît sa motivation, son enjeu et son voyage. Et en vrai, le résumé, il pourrait s'arrêter là. Bah, il est plutôt bon, il est nickel même, mais il n'est pas fini. Voici la suite. Drus se lance à la poursuite des ravisseurs armés de Snaga, la hache de son grand-père. La route sera longue pour ce jeune homme inexpérimenté, et sa quête le mènera jusqu'au bout du monde. Cette phrase a d'autant plus d'impact quand on sait que le boug vient de la Cambrousse, et qu'il n'a quasiment jamais vu la ville. Alors l'imaginer sortir de sa forêt et se rendre au bout du monde pour sauver celle qu'il aime... Ouais, c'est intéressant, dis-moi en plus. Et là, on nous tease le voyage. Et qu'en est-il des épreuves? Il deviendra lutteur et mercenaire. Il fera tomber des royaumes. Il en élèvera d'autres. Il combattra bêtes, hommes et démons. Car son nom est Drus. Et voici sa légende. Maintenant, regardons ça sous un autre angle. Dans ce résumé, il y a 4 éléments... Non, ça c'est 3, ça. 4, là, comme ça. Il y a 4 éléments à retenir. Le héros, Drus. La quête, à savoir Rowena, la femme disparue. Le voyage, de la forêt perdue jusqu'au bout du monde. Et les épreuves, les bêtes, les hommes, les démons. Ce sont les 4 éléments qu'on doit retrouver dans un résumé pour pouvoir engager le lecteur dans l'aventure. Et pourtant, pour avoir lu le bouquin, le résumé oublie énormément de choses importantes à propos de l'histoire. Déjà, on parle pas du personnage de Siben, qui deviendra pourtant l'acolyte de Drus tout au long de l'aventure. Bah, c'est pas rien, c'est un peu comme le Ron Weasley d'Harry Potter. Et c'est vrai qu'on évoque à peine Snaga, la hache de Drus, qui renferme un pouvoir complètement pété, et qui deviendra la mascotte du personnage. Mais on ne peut pas parler de tout ça. Déjà, pour le personnage de Siben, la raison est simple. En général, on vire tous les personnages secondaires du résumé, sauf si vraiment il y a un contexte particulier au niveau de l'histoire et que c'est obligé, à la limite. Mais sinon, on enlève le plus de noms possible. Pourquoi? Eh ben pour éviter ça par exemple. Drus finira par rencontrer le personnage de Siben, un poète émérite qui deviendra un allié précieux. Et puis, au cours de leur aventure, ils tomberont sur Borcha, un combattant qui leur permettra de rencontrer Kabuchek, un marchand d'esclaves qui les amènera voir Bodassen, Un officier mercenaire avec qui ils partiront rencontrer Gorben, un empereur ventrian avec qui il fera la connaissance de Varsava, un autre mercenaire qui lui apprendra l'existence d'un brigand nommé Kavjivak, et c'est que plus tard qu'ils découvriront le général Michanek, dont les pouvoirs télépathiques. Attends, c'est qui déjà le mec avec la hache là? Bon, j'ai grossi un peu le trait. Mais je vous assure que c'est l'effet que ça fait dès que vous commencez à mentionner d'autres personnages autres que le héros, le méchant ou le love interest éventuellement si ça fait partie de la quête. Partez du principe qu'une grande partie de la population ne retient pas les noms directement, encore moins à la première lecture d'une 4ème de couverture. Et encore beaucoup moins quand vous avez des prénoms complètement bizarres du style ça. Non mais sans déconner. Je sais qu'il y en a qui se sont reconnus. Mais le truc c'est que tant qu'on n'a pas rencontré ces personnages secondaires dans le roman, eh ben on s'en fout un peu en fait. Bah vous savez c'est un peu comme les gens là qui quand ils te racontent une anecdote, au lieu d'aller à l'essentiel et te raconter simplement l'histoire, eh ben ils peuvent pas s'empêcher de balancer des prénoms comme ça, comme si toi aussi tu connaissais ces gens dans la vraie vie, alors que tu n'as jamais entendu leur nom avant. Bref, on limite les prénoms, on s'en tient au héros, ça va de soi. Le méchant, en vrai c'est pas nécessaire, on peut, ceci dit. Mais vraiment, je vous le dis, vous pouvez faire un putain de résumé juste avec le nom du héros. Bah, tenez, on va prendre un de mes exemples, parce que ça fait très longtemps, je trouve qu'on n'a pas parlé de moi. Si on prend la saga Mardas, pour ceux qui l'ont lu, vous savez qu'il y a beaucoup de personnages. Et beaucoup de personnages qui ont un impact sur le scénario. Ne serait-ce que Greenwalk, qui est devenu la mascotte de la saga, mais on pourrait nommer aussi le personnage de Kerana Gellin, de Dregan Gellin, de Serka, de Baal, de Lézard. Et si tu les enlèves du récit, bah y a plus rien qui avance, c'est bloqué, tout s'écroule. Pourtant, si on prend le résumé du tome 1, Mardas est le seul personnage à être mentionné. Alors, je vous rassure, si vous devez écrire des résumés pour les tomes suivants de votre saga, vous avez un peu plus de liberté sur les noms, puisque normalement le public, il les connaît déjà. Ils ont passé beaucoup de temps avec eux, ils sauront de qui vous parlez. Vous pouvez vous permettre de mentionner quelques personnages clés sans en abuser, bien sûr. Mais pour un premier tome de saga ou un one-shot, le nom du héros se suffit à lui seul. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on rend tout ça dynamique maintenant?
Ce que j'aime beaucoup dans les résumés de David Gemmell, c'est qu'il s'en sert comme d'un trailer de film en utilisant des phrases d'accroche entre chaque paragraphe, comme par exemple pour Waylander, en commençant le résumé par « Le roi de Draenei a été assassiné ». Paragraphe, on pose le contexte, et il reprend avec « Mais tout espoir n'est pas perdu ». Et c'est là qu'il poursuit en présentant le personnage, la quête, tout ça, le voyage. C'est une recette adoptée sur la plupart de ses romans et je trouve que ça marche super bien. Ça permet de faire respirer le texte et de le rendre plus dynamique et accrocheur. J'utilise moi-même cette technique sur mes propres résumés et ça a plutôt fait son effet auprès du public. D'autant plus que mes résumés, moi, ils sont quand même assez costauds. Et puisqu'on parle de taille, c'est quoi la règle à ce sujet ? Eh ben en vrai, il y en a pas. C'est au feeling. Évidemment, plus c'est court, mieux c'est. On évite de faire perdre trop de temps au lecteur qui a franchi l'étape inespérée de s'intéresser à notre travail. On n'a pas envie de le saouler et de le noyer dans des explications trop compliquées. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, les miens de résumé, ils sont pas spécialement longs, et ils sont pas spécialement courts non plus. Et ça n'a jamais dérangé quiconque. Bien au contraire, je dirais que c'est plutôt en fonction de ce que vous allez raconter dans votre résumé. Si vous vous perdez en détail, c'est les autres que vous allez perdre. Tandis que si vous restez focus sur les 4 éléments qu'on a vus, héros, quête, voyage, épreuve, croyez-moi que vous allez réussir à garder en haleine le lecteur sur plusieurs paragraphes et vous maximiserez vos chances pour qu'il se plonge dans votre aventure. Et puisqu'on réaborde les détails, parlons-en un petit peu 2 minutes, parce que c'est important de le préciser. Alors, je sais que c'est tentant, que c'est peut-être plus fort que vous, mais un des trucs qui peut vraiment casser les couilles quand on essaye de lire une 4e de couve, c'est quand l'auteur ou l'autrice étale sa plume dans le résumé. Ah, je vous jure, c'est relou. Ah, même si c'est bien écrit, hein, c'est pas du tout le problème. Mais c'est pas non plus l'endroit pour ça. Faut pas oublier qu'on a accès aux extraits sur Amazon si on veut se faire une idée de la plume, et on peut aussi feuilleter en librairie le roman. Rappelez-vous que le résumé, c'est concis, efficace et dynamique. C'est fait pour mettre en avant le scénario et juste le scénario. Si vous commencez à écrire votre résumé comme un début de chapitre en parlant du temps qu'il fait dehors, des émotions de Jean Eudes parce qu'il fait gris et du coup il devient mélancolique sur sa vie, vous prenez des risques. Vous pouvez le faire, hein. Y a rien qui l'interdit. Mais encore une fois, imaginez le lecteur à la Fnac ou sur Amazon qui galère à trouver un bouquin, il y en a une dizaine qui l'intéressent, il a pas le temps, il sait pas quoi choisir, offrez-lui ce qu'il demande. À savoir, l'enjeu de votre histoire, le thème, le héros, évidemment, et c'est tout. On demande pas plus. Et si vous voulez faire un petit effet sympa à la fin, n'hésitez pas à conclure votre résumé sur une question qui pourrait chambouler tout ce que vous avez construit précédemment. Reprenons l'exemple de Waylander. Le roi de Draenei a été assassiné. Une armée d'envahisseurs déferle sur le pays avec pour mot d'ordre de tuer hommes, femmes et enfants. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il repose sur les épaules de celui que la nation surnomme Waylander. Seul, il va s'aventurer en territoire nadir pour retrouver la célèbre armure de bronze, symbole de liberté. Mais peut-on faire confiance à ce Waylander ? Après tout, c'est lui qui a assassiné le roi. Ah, là tout de suite, l'histoire prend un tout autre intérêt. On n'est plus vraiment sur une histoire épique comme on essaie de nous le faire suggérer. Il y a autre chose en dessous. Mettez ça en avant. Vous pouvez aussi conclure sur un cliffhanger, comme à la fin d'un chapitre. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ces méthodes. Elles fonctionnent. Je les ai utilisées, je les ai appliquées, et tout s'est bien passé. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez, vous, des conseils à donner, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, au contraire. J'aimerais bien connaître vos méthodes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à partager votre résumé dans les commentaires pour faire découvrir votre histoire aux autres, ou alors simplement pour demander des conseils. C'est tout pour moi, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao!